Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 20 mai. Après les déclarations de sa femme et de sa fille, le préfet Bernard Bonnet annonce dans une lettre au quotidien Midi Libre qu'il mettra en cause 2 anciens ministres de la République demain lors de son audition par le juge. Invité de ce journal, maître Georges Kiechman, l'avocat du préfet Bernard Bonnet. 35 heures, combien d'emplois? La ministre Martine Aubry estime que sa réforme tient ses promesses de créer ou de sauvegarder 100 000 emplois d'ici la fin de l'année. À Rome, le conseiller d'un ministre assassiné, et cet assassinat a été revendiqué par un document signé des Brigades Rouges. Aux États-Unis, nouvelle fusillade dans un lycée, le président Clinton réaffirme sa volonté de limiter les ventes d'armes individuelles. Élodie Lussac, ancienne espoir de la gymnastique française en procès contre la fédération, elle dénonce la responsabilité de celle-ci dans les blessures dont elle a été victime. Le préfet Bernard Bonnet se défend. Depuis sa cellule de la prison de la Santé, il a adressé une lettre au quotidien Midi Libre où il raconte sa garde à vue, éprouvante et haineuse, dit-il. Monsieur Bonnet prévient, avec tout ce que je vais annoncer, il va y avoir du sport national. Demain, monsieur Bernard Bonnet sera entendu par le juge d'instruction chargé du dossier de l'incendie de la Paillote chez Francis, commis dans la nuit du 19 au 20 avril dernier sur la plage Calador-Sous, près d'Ajaccio. Explication Michel Fine. Luc Malepère n'a pas été tout à fait surpris lorsqu'il a reçu la lettre du préfet Bonnet. Les deux hommes se connaissent depuis plus de 6 ans. Bernard Bonnet était alors préfet des Pyrénées-Orientales. Parmi les journalistes de la région, Luc Malepère était de ceux qu'il voyait le plus souvent. Depuis son incarcération, il est l'un des premiers à qui il a écrit. On a authentifié l'écriture du préfet Bernard Bonnet. C'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais enfin bon, la lettre est arrivée. Bernard Bonnet a gardé son sens de l'humour. Haut fonctionnaire de l'année 98, écrit-il en parlant de lui, peut-être détenu de l'année 99. Il n'a pas perdu non plus son sens de la mise en scène. Avec tout ce que je vais annoncer qui mettra en cause publiquement sur cette affaire de Paillote 2 anciens ministres de la République, il va y avoir du sport national. 2 anciens ministres, tout le monde pense à José Rossi et François Léotard. En pleine guerre des Paillotes, ils étaient venus soutenir publiquement les propriétaires des restaurants. C'est scandaleux, c'est scandaleux, c'est honteux. Mise en cause implicitement, José Rossi répond, mais du bout des lèvres. On n'a pas vocation aujourd'hui à dialoguer avec des responsables, des représentants de l'État et du gouvernement qui ont sans doute commis des actes criminels. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que le gouvernement assume une responsabilité. Qui a commis cet acte criminel encore ? À la veille de son audition par le juge, Bernard Bonnet semble donc faire monter la pression. Lundi, l'interview accordée par sa femme Christiane à La Voix du Nord avait donné le ton. 4 jours plus tard, c'est sa fille Anne-Laure qui s'exprime dans le Figaro Magazine. Selon elle, Bernard Bonnet a bien déposé dans un coffre des documents sur l'assassinat du préfet Erignac. Et aujourd'hui, c'était l'ancien directeur de cabinet du préfet, M. Gérard Pardini, qui était entendu par le juge à Ajaccio. Par ailleurs, la compagne de M. Pardini a déposé plainte pour violation de domicile après avoir constaté que son appartement avait été visité par des inconnus. Ce soir, après l'audition de Gérard Pardini, on apprenait que celui-ci aurait mis en cause directement le préfet. Reportage à Ajaccio, Philippe Visserias et Jean-Yves Blanc. Gérard Pardini a quitté Ajaccio dans un avion militaire, sous haute protection, après avoir passé de longues heures dans le bureau du juge d'instruction. Après une journée d'audition, exténué, à bout, il aurait choisi de parler, de tout dire. Gérard Pardini assume toute sa part de responsabilité et encore une fois, comme les gendarmes et comme le colonel Mazère, il espère que demain soir, tous les mis en examen dans cette affaire auront fait de même. Gérard Pardini a été mis en examen pour incendie volontaire dans la tentative d'incendier le 7 mars dernier la Paillote Aria Marina à Ajaccio. Mais il aurait agi sur ordre formel du préfet Bonnet. Un petit détail croustillant, le feu a été allumé grâce à un briquet qui lui avait été procuré par le préfet Bonnet, l'ex-préfet Bonnet. Pardini a également confirmé sa participation à la Paillote, à l'incendie de la Paillote de chez Francis, en précisant d'ailleurs qu'il avait effectué lui-même un repérage en compagnie du colonel Mazère. Gérard Pardini aurait également confirmé avoir rédigé le tract Ferro-Balance des flics sur les conseils du préfet Bonnet. Par la suite, Bernard Bonnet et Gérard Pardini auraient ensemble brûlé la photocopieuse qui avait servi à copier ce tract. Si Gérard Pardini accuse Bernard Bonnet ce soir, il ne mettrait pas en cause le gouvernement. D'après l'ex-directeur de cabinet du préfet Bonnet, ces initiatives n'auraient été prises qu'au plan local.
Et puis dans ces affaires corse judiciaires, j'ajoute qu'à Paris, le juge Jean-Louis Bruguière a mis en examen le nationaliste corse Mathieu Philidori pour complicité d'assassinat dans le dossier instruit après la mort du préfet Erignac. C'était en février 1998. Maître Georges Kiegemann, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'avocat du préfet Bernard Bonnet. Il se défend, il menace. Est-ce qu'il se sent terriblement cerné, notamment par les déclarations de son ex-directeur de cabinet? Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Le fond de l'affaire, et là seul le préfet Bonnet peut s'en expliquer demain devant le juge d'instruction, il ne m'appartient pas de me substituer à lui, il prendra sa part de responsabilité telle qu'elle a existé, et sans y ajouter pour faire plaisir aux uns et aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre sa part de responsabilité? On le saura demain, c'est lui qui s'exprimera. Là, je vois une partie civile qui n'a pas assisté à l'interrogatoire de M. Pardini, mais qui nous le raconte comme s'il y était. Moi, je ne suis pas comme ça, je ne me substitue pas à mon client sur le fond. Et puis, il y a tous les aspects collatéraux. C'est que cette affaire de la paillote, quels qu'aient été les responsables de celle-ci, il faut la replacer dans l'histoire corse, et parfois dans l'histoire la plus récente. Je crois qu'on a tort de parler des menaces proférées par le préfet Bonnet. Il rappelle seulement que dans une histoire récente, beaucoup d'hommes politiques, locaux ou nationaux, étaient d'accord pour empêcher que des décisions de justice soient exécutées. Ah, ça fait des années qu'encore. Ici, deux anciens ministres de la République. Je pense, à mon avis, oui, que c'est pas difficile de savoir qui, le 9 avril, vous avez vous-même diffusé des images de ces ministres, messieurs Rossi et Léotard, appelés à la résistance démocratique. Et qu'est-ce que c'était que la résistance démocratique? Donc ce sont eux qui sont visés? C'était s'opposer à ce qu'on exécute des décisions de justice. Alors, c'est pas un élément déterminant de l'affaire, mais c'est quand même important de rappeler qu'en Corse, chaque fois qu'on veut faire exécuter un jugement exécutoire depuis des années, il y a toujours des hommes politiques pour expliquer qu'ils sont les médiateurs, qu'ils veulent empêcher le retour d'Aléria et pour faire en sorte que la loi ne s'applique pas. Vous avez été dans la politique, Maître Kiegemann, vous savez bien qu'on essaie de satisfaire son électorat de temps en temps. Mais moi, je ne les accuse de rien. Mais je dis qu'un préfet qui, lui, n'a pas d'électorat, rentre forcément en conflit avec ceux qui veulent l'empêcher d'appliquer la loi. Bon. Alors quel genre de réflexe ça provoque? Je n'en sais rien, on verra quand le dossier évoluera. Quid de ces fameux documents dont parle la femme de M. Bonnet, la fille de M. Bonnet? Est-ce que ces documents mettent en cause directement des hommes politiques, le gouvernement? Pourquoi ces documents ne sont-ils pas portés à la connaissance des juges? Mais pas du tout. Ces documents ne sont pas des révélations qui viendraient là comme de nouvelles bombes incendiaires. Il s'agit simplement pour le préfet Bonnet de répondre à l'accusation d'avoir mené une enquête parallèle et de n'avoir pas renseigné les autorités compétentes, notamment les autorités judiciaires, de tout ce qu'il avait pu recueillir comme renseignement dans le cadre de l'enquête sur le meurtre, sur l'assassinat du préfet Erignac. Mais M. Bonnet a bien mené une enquête tout seul, avec un informateur. Il a bien mené une enquête parallèle. Écoutez, si vous êtes le préfet de Corse et que quelqu'un vient vous dire « je suis prêt à vous dire à vous en qui j'ai confiance des choses importantes que je ne confierai pas directement aux policiers », ben c'est dommage pour les policiers. Peut-être que certains d'entre eux ont pu injustement apparaître comme suspects à cet informateur, mais bien entendu le préfet recueille les renseignements et quand on le lui demande, va porter ces renseignements à l'autorité judiciaire qui lui correspond. Tout le monde sait qu'en novembre et décembre dernier, le préfet Bonnet s'est entretenu avec le procureur de la République de Paris, M. Dintillac. Alors quand maintenant, dans le cadre de manœuvres politiques qui ne sont pas élégantes à son égard, on vient dire il a mené son enquête parallèle pour pouvoir ajouter le gouvernement le savait, donc le gouvernement était responsable, le préfet Bonnet est amené non pas à défendre le gouvernement, ce n'est pas son propos, mais à se défendre lui et à dire tout ce que je savais, je l'ai communiqué, et j'en ai gardé la preuve. Monsieur Bonnet est en prison. Est-ce que, d'après vous, c'est une mauvaise habitude, comme vous avez dit, ou est-ce qu'il c'était nécessaire pour éviter un trouble de l'ordre public? Écoutez, j'ai rendu hommage au jeune magistrat instructeur en disant que peu importait qu'il soit jeune, ça ne l'empêchait pas d'être intelligent et compétent. Vous faites toujours des hommages un peu grinçants, vous. Oui, mais j'ajoutais aussitôt qu'il relève de cette culture judiciaire française. Il n'y a pas d'affaire importante qui ne justifie aux yeux des magistrats une bonne demi-douzaine de détenus. Or, le législateur, qu'il soit de droite ou de gauche, a toujours insisté, mais vainement, sur le caractère exceptionnel de la détention. Alors je voudrais dire quand même une chose. Quelle qu'ait été l'affaire de la paillote, elle n'a pas fait de victime, elle n'a pas fait de blessés. Ni le préfet, ni les gendarmes n'ont la moindre goutte de sang sur les mains. Ils n'ont pas détourné un franc de subvention publique. Ils auraient pu tuer avec une... Non, car l'un d'eux a bien précisé qu'il avait pris un des exécutants
toutes les précautions nécessaires pour vérifier que la paillote était vide. C'est le genre de précautions que ne prennent pas toujours ceux qui commettent des attentats terroristes. Alors dans cette affaire où il n'y a pas de sang, où il n'y a pas de détournement d'argent, où bien sûr il y avait plusieurs co-auteurs de l'opération qui pouvaient s'entretenir entre eux, une mesure de contrôle judiciaire aurait suffi. Vous allez demander sa mise en liberté? Je ne la demanderai pas dès demain parce que je sais qu'on me la refuserait, à moins que le juge justement prouve précisément qu'il sait ce que c'est que la démocratie et surtout la démocratie judiciaire et qu'il a à ce moment-là l'immense talent de mener une enquête sans avoir besoin d'une demi-douzaine de détenus préventifs, c'est-à-dire des gens que l'on condamne à l'avance. Merci, Maître Kejman. Le gouvernement a rendu public un bilan d'étape de la loi sur les 35 heures. Ce texte sur la réduction du temps de travail, voté il y a maintenant un an, aurait déjà permis de créer ou de sauvegarder environ 57 000 emplois. Mais sur ce chiffre et sur ce bilan d'étape, qu'il faut maintenant détailler, les analyses ne sont pas toutes convergentes selon qu'elles viennent du patronat, des syndicats ou encore des milieux politiques. Ce qui n'est guère surprenant si l'on se souvient des débats autour de cette idée des 35 heures. Analyse Pascal Golomer. Il en est de plus médiatique que d'autres. Ce jour-là, chez EDF, direction et syndicats signaient l'accord sur les 35 heures. Un accord parmi les 4076 que Martine Aubry comptabilise depuis le vote de la loi en juin 1998. 3818 d'entre eux prévoient le versement d'aides aux entreprises compte tenu des emplois qu'elles ont pu créer. Mais dans la moitié des cas, il s'agit de PME de moins de 20 salariés. Les grosses entreprises, elles, sont encore très réticentes. Le nombre total de salariés concernés par ces accords s'élève tout de même à plus d'1 142 000. Reste le nombre d'emplois créés grâce aux 35 heures. Mardi dernier, Ernest-Antoine Sellière, le président du MEDEF, annonce le chiffre de 15 000. Un salarié du secteur marchand sur 1000, pas plus. La ministre du Travail, elle, avance près de 57 000 créations d'emplois. Mais elle y intègre les 14 000 emplois sauvés grâce à cette réduction du temps de travail, les 13 000 emplois créés dans le secteur public, comme à la Poste ou chez EDF-GDF. Et puis il y a l'effet d'aubaine, c'est-à-dire les entreprises qui devaient de toute façon embaucher et qui profitent des aides liées au passage aux 35 heures. Quant au coût pour l'État des aides versées aux entreprises, Bercy les avait évaluées il y a quelques mois à 7 milliards de francs pour la première année. Alors de toute façon, pour Mme Aubry, qui était ce matin à Mantes-la-Ville, dans les Yvelines, ce n'est qu'un bilan d'étape. Et dès la semaine prochaine, elle entend bien prendre les premiers contacts avec les partenaires sociaux pour préparer une seconde loi. Reportage Sébastien Vibert et Blaise Grenier. Pour défendre les 35 heures, Martine Aubry ne connaît rien de mieux qu'une visite organisée des sociétés qui ont déjà réduit leur temps de travail. Selmer, fabricant de saxophones, doit créer 32 emplois cette année, en échange d'une modulation des horaires selon les saisons. Un accord qui rend la ministre lyrique. Les 35 heures, ce n'est pas du pipeau. Depuis aujourd'hui, c'est du saxo. Clin d'œil à part, pour Martine Aubry, l'essentiel aujourd'hui n'est pas la quantité, mais la qualité des accords signés. Accords qui serviront de modèle pour la seconde loi définitive sur les 35 heures. Martine Aubry entend bien défendre son projet, notamment la baisse des charges et les nouvelles taxes dénoncées par le patronat. Moi, ce qui me réjouit, c'est les chefs d'entreprise qui se réjouissent de la baisse des charges sociales et c'est les chômeurs qui ont été embauchés grâce à la réduction de la durée du travail. Alors que M. Sellière soit beau joueur, en démocratie, il faut d'abord reconnaître les faits. Moi, c'est la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui. Et Martine Aubry le sait, les critiques viendront aussi bien des communistes que de l'opposition. On fait encore des cadeaux au patronat, parce que sur les bas salaires, c'est la trappe à bas salaire. Les patrons, qu'est-ce qu'ils vont dire? On paie les plus bas salaires possibles pour pouvoir avoir une aide. On ne fait pas évoluer les conditions de travail et le dialogue social dans un cadre aussi rigide qu'une loi, comme la loi Aubry. Les 35 heures posent encore beaucoup de questions qu'il faudra régler. Heures supplémentaires, temps de travail des cadres notamment. Martine Aubry a promis d'entamer les discussions dès la semaine prochaine. En Italie, à Rome, un collaborateur du ministre du Travail a été assassiné. L'émotion a été très vive aujourd'hui au sein du gouvernement dirigé par M. D'Alema, d'autant plus que cet assassinat a été revendiqué dans un document signé des Brigades Rouges. Correspondance à Rome d'Alain Chalvron. C'est là, sur ce trottoir du quartier Salaria de Rome, que Massimo D'Antona a été assassiné ce matin à 8h30. 3 balles de revolver tirées par 2 hommes qui ont pris la fuite. Une exécution en bonne et due forme, un contrat. Il ne reste de la victime que ces 2 sacoches.
Massimo D'Antona a été secrétaire d'État au transport. Il était actuellement collaborateur du ministre du Travail et maire de Naples, très affecté. Il représentait tant de choses. Le gouvernement et une passion pour les affaires sociales. Dès la nouvelle de sa mort connue, le tout homme politique s'est rendu à l'hôpital où repose M. D'Antona. Un monde politique sous le choc, car le meurtre a été revendiqué notamment par les Brigades Rouges. Cette organisation terroriste qui a fait trembler l'Italie il y a 20 ans par l'assassinat d'Aldo Moro. Une organisation qui appartient en principe au passé, un passé de plomb qui est revenu à la mémoire des députés réunis cet après-midi. Certainement, quelques terribles souvenirs reviennent à la mémoire de beaucoup d'entre nous. Alors bien sûr, ce n'est pas parce que les Brigades Rouges ont revendiqué ce meurtre qu'elles l'ont commis, d'autant qu'il y a eu une autre revendication, cette fois-ci par les phalanges armées. Et puis M. D'Antona était avocat, il est donc possible qu'il s'agisse aussi d'une affaire privée. Néanmoins, cette seule revendication a replongé l'Italie dans un passé qu'elle croyait définitivement révolu. Aux États-Unis, un mois, jour pour jour, après la fusillade dans un lycée de Littleton au Colorado, qui avait fait 13 morts, c'était près d'Atlanta, aujourd'hui, dans un lycée de Conyers, une petite ville de la banlieue d'Atlanta, que des coups de feu étaient tirés. Plusieurs lycéens ont été blessés. Commentaire Richard Binet. Ils se sont réfugiés à l'extérieur du bâtiment. Quelques minutes auparavant, ils prenaient leur petit déjeuner à la cafétéria du lycée, quand l'un de leurs camarades a fait irruption armé d'un fusil à pompe et d'un revolver et a commencé à tirer, blessant 6 lycéens. J'ai entendu entre 10 et 15 coups de feu. Nous nous sommes enfuis dans la cuisine parce qu'il n'y avait pas d'autre issue et que nous étions coincés dans la cafétéria. Le lycée de Conyers ressemble étrangement à celui de Littletown au Colorado, où il y a un mois, jour pour jour, 2 élèves avaient tué 13 de leurs camarades. Un établissement renommé dans une banlieue calme, des élèves issus de l'Amérique profonde à laquelle Bill Clinton s'est adressé ce matin. Ce nouvel incident doit souligner à quel point il est important que tous les Américains se mobilisent pour protéger nos enfants de la violence. En 17 mois, les États-Unis ont connu 6 fusillades en milieu scolaire. Et ce n'est sans doute pas un hasard si aujourd'hui, pour la première fois, 51% des Américains se déclarent favorables à la limitation des ventes d'armes. Et j'ajoute à ce que vient de dire Richard Binet que vendredi dernier, dans le Michigan, à Port-Huron, 4 élèves ont été arrêtés et inculpés pour avoir préparé un massacre dans leur collège. Ils étaient âgés de 12, 13 et 14 ans. Ils avaient prévu de se procurer leurs armes auprès de leurs parents. Mais le président Clinton, que vous venez d'entendre, et les députés démocrates qui tentent de réglementer plus strictement les ventes d'armes auront beaucoup de mal à dissuader les électeurs américains qu'il faut changer leurs habitudes. Voici l'exemple tourné à Harrisburg, en Pennsylvanie, par Dominique Derda et Édouard Perrin, de cette folie banale des armes qui semble bien tenir les Américains. C'est ce matin l'ouverture de la chasse aux dindons, mais les dindons de Pennsylvanie n'ont visiblement pas grand-chose à craindre, du moins l'espace d'un week-end. Les rois de la gâchette, les tartarins de tout poil, se sont donné rendez-vous à l'une de ces foires aux armes qui, chaque semaine, à travers tous les États-Unis, attirent non seulement les chasseurs, mais également les collectionneurs, les passionnés de la chose militaire. Tous ces honnêtes citoyens persuadés que pour défendre leur famille, leur maison, leur voiture, une décharge de chevrotine, une rafale de pistolet mitrailleur ou une balle bien ajustée feront bien mieux l'affaire qu'un coup de fil au bureau du shérif. Et alors que depuis la tuerie au lycée de Littleton, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer que des lois plus strictes restreignent l'accès aux armes à feu, eux campent sur leur position offensive. Littleton, c'est une tragédie, ça ne fait aucun doute. Mais je ne crois pas qu'il faille de nouvelles lois pour autant. La réglementation existante est déjà largement suffisante. On a déjà 30 000 lois contre les armes à feu dans ce pays. Le vrai problème, c'est l'État qui ne les applique pas. Il est vrai que dans l'État de Pennsylvanie, la législation est en théorie assez rigoureuse. Avant de laisser un acheteur repartir avec l'un de ses engins sous le bras, le vendeur doit s'assurer que son client a bien un casier judiciaire vierge et qu'il n'a pas d'antécédents psychiatriques connus. Tous ici vous diront que c'est largement suffisant, qu'aller au-delà serait empiéter sur leurs droits constitutionnels les plus sacrés. Si on perd le droit d'avoir des armes, on perd le second amendement. Après le second amendement, ce serait au tour du premier, celui qui garantit notre liberté d'expression. Alors, c'en sera fini de notre démocratie, ce sera le socialisme. Et ça, on n'est pas prêt de l'accepter. On estime qu'aux États-Unis, un foyer sur 3 dispose d'au moins une arme.
La dernière mode, ce sont ces petites mitraillettes. Ça, c'est un Tech 9. C'est ce qu'utilisent les gangsters. C'est seulement 500 francs. Pourquoi vous avez acheté ça? Parce que j'habite dans un mauvais endroit et il y a beaucoup de mauvaises personnes là. Et j'ai besoin de quelque chose pour protéger. Vous avez peur dans votre maison? Oui, j'ai peur tous les temps. Comme d'autres, à l'approche d'un cyclone, remplissent leur caddie de victuailles avant de se barricader derrière leur volet clos. Eux repartent les bras chargés d'armes et de munitions. Ils craignent qu'un jour, à Washington, Bill Clinton et les siens ne finissent par interdire ces marchés de l'autodéfense. Alors ils font des provisions, au cas où. Plus que tout, c'est la peur de l'inconnu qui les unit. À Belgrade, profitant d'un certain répit, dû en partie à une mauvaise météo, dans les bombardements, les Serbes participaient aujourd'hui à une célébration religieuse pour les fêtes de Pentecôte orthodoxe qui honorent les saints patrons de la capitale yougoslave. L'occasion aussi de manifester leur ressentiment. Ressentiment, lassitude de leurs conditions de vie, mais aussi colère après les derniers bombardements qui ont atteint un hôpital dans la capitale, faisant 4 morts. L'OTAN a reconnu ce qu'elle appelle une erreur de guidage de bombes, d'autant que cette erreur a fait des dégâts, entre guillemets, collatéraux aux ambassades de Suède et d'Espagne. Reportage de notre envoyé spécial à Belgrade, Jérôme Bonny. C'est tout ce qui reste du service neurologique de l'hôpital Dragiša Mišović à Belgrade, pulvérisé par un bombardement de l'OTAN. C'était l'un des mieux équipés de la ville, dans un quartier résidentiel. Cette 57e nuit de frappe fut l'une des plus terrifiantes pour les Belgradois. Et encore une fois, les secours débordés viennent à l'aide des survivants, les déplacent dans des locaux relativement épargnés de l'hôpital. Le bilan est de 4 morts et de nombreux blessés, parmi lesquels 2 femmes venues accoucher dans une maternité voisine. Le ministre de la Santé était sur les lieux cette nuit. Vous savez ce que c'est la neurologie? Ce sont des gens qui n'ont pas leur conscience. Ils sont en soins intensifs. Comment peuvent-ils être un objectif militaire? Expliquez-moi cela. C'est juste si vous voulez terrifier les gens, des civils, les terrifier. Et que personne ne soit plus en sécurité nulle part. Mais nous savons que c'est le moment de mourir pour nous. Et je suis jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, une cible ratée. Les victimes du bombardement de cet hôpital viennent s'ajouter aux quelques 1300 civils tués dans le cadre de ce que l'OTAN appelle des dommages collatéraux. Et les porte-paroles de l'Alliance Atlantique ont beau dire et répéter que ce ne sont pas les populations civiles qui sont visées, mais le pouvoir serbe et l'armée serbe. En tout cas ici, dans les villes de Serbie, à Belgrade comme ailleurs, on voit le pays ravagé par la guerre, on voit les ponts coupés, les usines détruites, les raffineries brûlées, et toutes ces populations qui souvent vivent loin du Kosovo et ne savent pas trop ce qui s'y passe, se demandent de quoi elles sont coupables et jusqu'à quand durera leur punition. Mais ce jeudi, comme depuis le début de la semaine, l'activité diplomatique ne s'est pas démentie. À Moscou, le président finlandais, émissaire des Occidentaux pour le Kosovo, rencontrait des responsables américains et russes. Selon le secrétaire d'État adjoint américain, M. Talbot, il n'y a plus réellement de différence fondamentale entre les parties. À Paris, le ministre Hubert Védrine estimait que des progrès ont été enregistrés. M. Jospin ajoutait qu'il devait se concrétiser en actes tangibles de la part de Belgrade. Des réfugiés albanais du Kosovo pourraient bientôt être accueillis dans des bâtiments militaires ou des casernes en France dans les prochains jours. L'armée attend ainsi 1750 réfugiés venus d'Albanie. Il y a un mois, Bekim, Luli et leurs 2 enfants, Alba et Tina, arrivaient en France à Vaujour, en Seine-Saint-Denis. Nous étions allés les entendre et les voir s'installer. Sophie Mézel et Jean-Marie Lecartier sont retournés cette semaine dans l'école maternelle où l'une des enfants, Alba, âgée de 5 ans, vient d'être scolarisée. Depuis quelques jours, le temps s'égrène avec plus de légèreté parce que l'école, enfin, rythme ses longues heures d'exil. Cette classe de maternelle installée au cœur du foyer rassemble 5 petits Kosovars. Parmi eux, Alba, 5 ans, qui recolle les morceaux de sa petite vie sans trop de problèmes parce qu'elle croit toujours, dur comme fer, qu'elle est venue en France en vacances. C'est en tout cas ce que lui répète son père, Bekim. Je lui dis qu'on est à la mer. La maîtresse, Claudine, ne leur parle qu'en français.
Non. Mais peu importe. Je me dis non ou oui? Non. Non. On fait quand même. Non. Oui, là, je dis non et oui, mais là, on va pas dire mercredi. Enfin, ça c'est hardi, ça? Non. Parce qu'il n'y a pas d'autres distractions, les parents aussi sont les bienvenus en classe. Je suis, tu es, il est. Eux aussi tentent de se reconstruire au présent. Je me sens rongé, stressé. Rester sans travailler ici, c'est terrible. Mais que faire d'autre? Il faut bien que le temps passe. Dans sa vie d'avant, au Kosovo, Bekim, trop absorbé par son travail, ne voyait ses enfants qu'1 heure par jour. Ironie du destin, il aura fallu ce désastre, cette guerre, pour qu'il leur consacre tout son temps. Dans la cuisine du foyer, Bekim rompt une tradition machiste. Un homme derrière les fourneaux au Kosovo, ça n'existe pas. Un ami vient de lui apporter de quoi faire du café turc, comme là-bas. Alors aujourd'hui, c'est un peu la fête. Allez, au Kosovo libre. Comme chaque jour, les réfugiés se réunissent en petits groupes pour échanger les informations qu'ils ont pu recueillir grâce à un coup de fil, une visite extérieure ou à la télévision. Cela fait maintenant 2 mois que Bekim est sans nouvelles de sa mère, restée seule au Kosovo. Il y a peu, je pensais que la situation au Kosovo ne se réglerait pas avant 1 an. Aujourd'hui, je me dis que peut-être, dans 1 mois, on sera à la maison. Inch'Allah. Si Dieu veut, si la diplomatie le veut, dans 1 mois, Bekim reconstruira sa vie dans son pays. Politique, nouveau sondage en perspective des élections européennes du 13 juin. Un sondage IFOP, Le Figaro, Europe 1, Le Nouvel Observateur et France 2, réalisé les 14 et 15 mai dernier. Voici les résultats commentés par Arnaud Boutet. La liste Parti Socialiste, Parti Radical de Gauche, Mouvement des Citoyens, conduite par François Hollande, est créditée de 22%. Elle perd 1 point en 2 semaines, alors que Nicolas Sarkozy en gagne 1,5. La liste RPR, Démocratie Libérale, atteint les 17%. Les listes de gauche totaliseraient 38,5%, en légère baisse, alors qu'à droite, l'addition finale de 41,5% marque une augmentation de 3% des intentions de vote. Un bond en avant hypothéqué par le refus de Charles Pasqua d'offrir son score du Rassemblement pour la France. C'est pourtant lui qui crée la surprise avec Philippe de Villiers, alors qu'à l'extrême droite, les taux se resserrent. 2,5% des intentions de vote séparent désormais Jean-Marie Le Pen de Bruno Maigret. Au palmarès des têtes de liste, François Bayrou conserve la première place, suivi par François Hollande et Arlette Laguillet, qui gagnent en popularité alors que sa liste ne dépasse pas les 5%. Enfin, 48% des personnes interrogées précisent qu'elles peuvent encore changer d'avis. Seuls 50% des sondés sont aujourd'hui sûrs de leur choix. Et concernant la liste conduite par M. Robert Rue, liste ouverte à des non-communistes, c'est maintenant le temps d'un nouveau ton de campagne électorale. Il s'agit pour le secrétaire national du Parti communiste de renouer avec un discours sans doute plus proche de ses militants, de battre le rappel de ceux qui se sentaient troublés par une liste dite d'ouverture. Reportage à Lille avec Alban Mikosi et Nathalie Gallet. Au Parti communiste, voici donc venue l'heure du rappel des troupes. À 3 semaines des européennes, Robert Rue souhaite imprimer un nouveau tempo à sa campagne. Si l'aspect ouvert de sa liste a pu séduire à l'extérieur, le voilà qui doit maintenant rassurer des militants quelquefois déboussolés par les concessions faites au nom de la solidarité gouvernementale. Ne pas dire à ce gouvernement dans lequel nous sommes et dans lequel nous voulons rester pour donner notre avis. Ceux qui pensent qu'on va la boucler et rester, ils se trompent. Nous, on va rester et on va l'ouvrir. Au même moment, ces militants du Pas-de-Calais affichent leur dissidence. Pas un n'est allé écouter Robert Rue. Membres de la coordination communiste, ce sont les orthodoxes du parti. Opposés à l'intervention en Yougoslavie et à la participation des ministres communistes au gouvernement, ils estiment que la direction actuelle brade les idéaux du parti. Pour moi, ce n'est pas une question de personne, c'est un courant politique qui est semblable à celui qu'on a vu en URSS ou en Italie, et qu'on appelle, nous communistes, l'opportunisme, et qui entraîne petit à petit le parti dans une dérive qui le conduit vers la liquidation. L'avenir du parti est donc en jeu. Robert Rue le reconnaît, mais il affirme au contraire que seule la mutation en cours peut lui permettre de se régénérer.
à ceux qui s'interrogent, je le disais tout à l'heure, je leur dis, regardez bien la société, comment elle bouge. Il faut bouger avec la société quand on est un parti politique. Si on ne bouge pas avec la société, elle bouge sans nous. Au soir des résultats, on verra si le Parti communiste a réussi à faire entendre sa différence et si Robert Rue est conforté dans son rôle de chef d'orchestre. Une nouvelle fois, la justice française devra se prononcer sur les responsabilités dans le dossier du sang contaminé. La juge d'instruction chargée du volet non ministériel, c'est-à-dire hors celui qui examina la Cour de justice de la République, la juge a demandé le renvoi devant une cour d'assises de 30 personnes. Mais cette demande subira encore d'autres épisodes judiciaires. Explication avec Dominique Verdeillan. Ce jour-là, Michel Garetta était simple témoin lors du procès des 3 ministres. L'homme a purgé sa peine de 4 ans de prison, mais l'ancien directeur du CNTS n'en a pas fini avec la justice. En 1993, il a été condamné pour tromperie sur la qualité des produits, un délit d'épicier selon les victimes. Aujourd'hui, un juge souhaite le renvoyer devant une cour d'assises pour empoisonnement. Le principe de la chose jugée fonctionne dans tous les pays civilisés, même dans les pays barbares. Dès lors, je suis absolument sidéré et consterné de voir que la justice de ce pays envisage de violer ce principe absolument élémentaire. Empoisonnement pour Michel Garetta, complicité d'empoisonnement pour 6 autres personnes, des médecins pour la plupart, un crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité. François Gros, ancien directeur de l'Institut Pasteur, était à l'époque des faits conseiller technique du Premier ministre Laurent Fabius. Louis Schweitzer, actuel PDG de Renault, était directeur de cabinet de Laurent Fabius. Claude Weissenberg était conseiller d'Edmond Hervé, secrétaire d'État à la Santé. Tous 3, avec 20 autres personnes, sont renvoyés devant les assises pour homicide involontaire ou omission d'empêcher un crime, un délit passible de 5 ans d'emprisonnement. Pour les parties civiles, la justice se montre plus complaisante avec les politiques qu'avec les médecins. Nous avons l'impression que ce ne sont pas les différences entre les faits qui expliquent les différentes qualifications, mais la différence de rang entre les auteurs des faits. Alors nous allons demander à la Chambre d'accusation de rendre ça plus homogène pour que le dossier se tienne mieux. Chambre d'accusation, Cour de cassation, le chemin est encore long avant l'ouverture d'un 3e procès du sang contaminé. Quant à la plainte déposée par les parents d'une jeune femme décédée du sida, plainte contre l'ancien ministre Claude Évin, elle a été jugée recevable. Monsieur Évin pourrait donc être poursuivi devant la Cour de justice de la République. Autre procès, autre tribunal, celui intenté par l'ancienne espoir de gymnastique Élodie Lussac. Elle fut blessée en 1994 et elle estime que la Fédération française de gymnastique est responsable des conséquences de ses blessures, estimant avoir été forcée à participer au championnat du monde à l'époque malgré son état. Rappel des faits avec Patrick Fandiot et Vincent Bouffartigue. Élodie Lussac ne s'est pas déplacée, retenue par ses examens universitaires. Pour la 3e fois, son père et son avocat sont venus plaider devant le tribunal avec cette fois entre les mains le très attendu rapport d'expertise médicale. Le soir, elle souffrait beaucoup, avertit l'entraîneur, le kinésithérapeute de l'ESO. On lui prodigue des soins, mais sans requérir un avis médical malgré sa demande. Élodie s'est blessée ici à Dortmund, au championnat du monde de 94. Malgré son mal au dos, elle participe à la compétition. Elle dit y avoir été forcée. À son retour, les médecins diagnostiquent une fracture au niveau des vertèbres. À 15 ans, sa carrière est déjà terminée. Désormais, elle ira au lycée dans un corset qui lui interdit de s'asseoir. Pour la fédération, c'est un banal accident. Selon elle, c'est un risque connu des sportifs de haut niveau qui ont toujours la possibilité de refuser la compétition. Une double championne de France de 15 ans et demi en gymnastique, je peux vous dire que ce n'est pas une gamine. Et d'ailleurs, ceux qui l'approchaient à l'époque, ceux qui la connaissent maintenant, savent que c'est pas n'importe qui. Pour l'avocat des Lussac qui réclame 400 000 francs de dommages, Élodie n'est qu'une victime des dérives du sport de haute compétition et de ses cadences infernales. Le sport est au service de l'homme et je pense que quand il y a des manquements graves à la santé d'une enfant, nous sommes obligés de tirer la sonnette d'alarme. Donc il ne s'agit pas de beaux principes ou de la morale sportive, il s'agit tout simplement de préserver la santé des enfants. Le tribunal rendra son jugement le 1er juillet, une décision qui pourrait faire jurisprudence et qui sera sans doute très analysée dans les autres fédérations. Enfin, pour clore ce chapitre justice, l'annonce de la mise en examen et du placement en détention de 3 responsables d'une entreprise d'Époisse, fromagerie de l'Armançon, dont les produits auraient provoqué la mort de 2 personnes par listériose.
La loi sur la sécurité routière a été votée la nuit dernière au Sénat. Elle renforce les sanctions contre les récidivistes des grands excès de vitesse. Les peines prononcées pourront aller jusqu'à 25 000 francs d'amende et 3 mois de prison ferme. Cet après-midi, sur l'autoroute A48 dans le sens Grenoble-Lyon, un carambolage a fait 1 mort et 11 blessés. L'accident impliquait un poids lourd et 15 véhicules. Du cinéma avec le Festival de Cannes, avec pour ce soir dans ce journal deux films autour du bonheur. Tout d'abord le 4e film français présenté en compétition, son titre Nos vies heureuses. C'est le premier long métrage du réalisateur Jacques Maillot avec une histoire toute simple, celle de 6 personnages d'un groupe d'amis dont les destins se croisent. Présentation Antoine Cormery et Bruno Livertou. Appelez ça comme vous voulez, une famille, un clan, une bande. Quoi qu'il en soit, il y a chez ces jeunes comédiens qui, ce matin, à Cannes, pour la photo, faisaient bloc autour de leur réalisateur, comme une complicité naturelle qui déborde largement celle imposée par le scénario. Oh non, en fait, on se déteste. C'est juste pour les interviews et tout ça, mais sinon, normalement, on se déteste. Nos vies heureuses, premier long métrage de Jacques Maillot, nous entraîne sur les traces incertaines de ces jeunes trentenaires déjà cabossés par la vie. Ça fait 78 heures par semaine. À 1100 francs la semaine, ça fait 14 francs et 10 centimes de l'heure. Par heure? Attends, mais c'est hallucinant, là. Non, mais Sylvie, elle débloque complètement, là. C'est combien le SMIC, Jean-Paul? On paye 36 environ. C'est même pas la moitié du SMIC. En plus, Sylvie, elle fait pas grand-chose, hein. C'est lui qui fait tout. La compta, mais les non, commandes, je fais pas tout. La cuisine. Puis que Lucas est parti, je donne la main, c'est tout. Ouais, enfin, tu fais tout. Écoute, si je fais pas ça, il coule. Ah bah, c'est bien ce que je dis, c'est toi le patron. Donc en fait, à 14 francs 10 de l'heure, bah, t'es le patron le plus mal payé de France, tu devrais écrire au CNTF. Tu faire exploiter comme ça, c'est héroïque. Ça va, les filles. J'ai l'impression que le film, il prend des personnages au moment où ils sont en déséquilibre, soit social, soit spirituel, soit amoureux, soit familial. Donc c'est ça qui fait le lien entre les histoires, mais c'est plus un lien scénaristique, enfin un lien d'écriture aussi. J'ai pas eu le temps de l'emballer, hein, je t'appelle. Quoi? Mais tu l'avais pas vendu? T'inquiète pas de ça, voilà les clés. Attends, mais moi j'en veux pas de cette voiture. T'en veux pas? Ben non. D'accord, je me demandais ce que t'allais trouver pour me faire chier. Eh ben ça, j'aurais pas pensé. Moi je t'ai rien demandé, faut-moi l'appeler à la fin. Le bonheur, c'est pas un truc tout rose, sucré. C'est pas parce que on galère ou on a des difficultés, tout ça, qu'on n'est pas heureux, quoi. C'est pour ça que le titre est pas que ironique. Parce qu'on pourrait se dire, avec tous les pépins qui leur arrivent dans le film, c'est bizarre que ça s'appelle comme ça, quoi. Mais moi, je crois que oui, à la fin, ils sont heureux quand même. Remarquable portrait de groupe, tout en finesse, tourné et monté à la manière d'un reportage, Nos vies heureuses est une œuvre qui sonne juste et nous attache durablement au souvenir de ces personnages. Et puis toujours le bonheur à Cannes avec le film du japonais Takeshi Kitano. Cela s'appelle L'été de Kikujiro. Un voyage sur les routes du Japon avec des rencontres inattendues. Pascal Deschamps et Jean-Louis Melin ont trouvé ça frais et léger. Tous les grands réalisateurs présents à Cannes l'ont fait. Vous voulez mes empreintes, mais la police les a déjà. Hein. Une cérémonie rituelle à laquelle Kitano ne s'attendait pas, mais se prête avec une courtoisie toute japonaise. Véritable star dans son pays, ancien danseur et clown de cabaret, Kitano est considéré en Europe comme l'un des plus grands auteurs du cinéma mondial. Sa sélection à Cannes ne lui monte pas à la tête. Une compétition pour un cinéaste, c'est toujours quelque chose de cruel. Mais il est important de venir à Cannes pour se confronter au goût d'un public étranger. Dans l'été de Kikujiro, il revisite un thème qu'on croyait pourtant usé. L'amitié d'un adulte bourru et d'un petit orphelin. Mais Kitano le renouvelle en mêlant sans cesse la poésie et l'humour. Il feuillette avec le spectateur un album d'images colorées, mais pas mièvres. À l'école de la vie, Kitano et ses héros empruntent les chemins de traverse.
D'habitude, à table, je sers toujours la même chose. J'ai toujours fait des films violents, des films noirs. Pour une fois, j'ai varié, j'ai voulu que le public s'amuse. Modeste, Kitano a fait plus que nous amuser. Il fait de nous des enfants libres et farceurs. Maître Kitano, Aligato, merci pour cette leçon de bonheur. Voilà, nous arrivons à la fin de ce journal. Avant de le refermer, je vous rappelle 3 informations que nous avons développées. Tout d'abord, à Rome, en Italie, assassinat d'un conseiller du ministre du Travail. L'émotion est très vive au sein du gouvernement et dans l'opinion publique. L'assassinat a été revendiqué dans un document signé des Brigades Rouges. Aux États-Unis, nouvelle fusillade dans un lycée. Bill Clinton tente de faire voter une réglementation plus stricte de la vente des armes devant cette succession de fusillades dans les collèges et dans les lycées. Demain, l'ancien préfet de Corse, Bernard Bonnet, sera entendu par le juge d'instruction. Il pourrait mettre en cause, comme il le dit dans un message adressé au Midi Libre, 2 anciens ministres. Dans quelques secondes, la météo vous sera présentée par Sophie Davant, suivie du point route de Valérie Maurice. À 21h, eh bien, c'est direct, le magazine avec Paul Amar, Albert Duroy, Gérard Leclerc, qui recevront Dominique Strauss-Kahn ainsi que François Daubert, l'ancien ministre du Budget. À 23h05, le très beau film de François Truffaut, La mariée était en noir. À 0h50, le journal de la nuit vous sera présenté par Laurence Ostolaza, suivi de la 25e heure de Jacques Perrin. Et demain, à 13h, vous retrouverez Carole Gessler et Rachid Arabe, ainsi que Béatrice Schoenberg, ici même à 20h. À lundi, bonsoir, merci.